Nous allons aborder un sujet ce matin, un sujet relatif à la grâce présidentielle des quotidiens. En ont parlé notamment le quotidien Matin Libre qui s'interroge du mutisme du parti Les Démocrates. Mais au-delà de ça, mon cher ami Nicolas, peut-être quand gracier une personne dans une république, sinon des prisonniers dans une république, cela devrait être quand même source de joie, de satisfaction pour la famille, pour la personne intéressée, même pour les populations compte tenu du motif qui les a envoyés en prison, n'est-ce pas? Oui. Permettez-moi de commencer mon intervention par cette citation de Rousseau: qui perd sa liberté, perd sa qualité d'homme. Alors, pour dire combien de fois la liberté est très importante dans la vie d'un homme, elle est d'ailleurs même ce qui vous définit, ce qui nous définit. Toutes les fois que vous êtes privé de cette capacité-là, faut dire que sincèrement vous perdez une partie de votre humanité, ou carrément votre humanité. Et sur ce plan, on peut déjà remercier quelqu'un qui, après une incarcération, vous libère de la prison. Et donc, on peut dire effectivement qu'il faut remercier le chef de l'État pour avoir pensé à faire ça, puisque d'ailleurs dans le lot, il faut dire qu'il y a deux catégories donc de graciés. Il y a ceux qui sont d'ordinaire et qui ont commis des délits, des infractions qui sont liées à la vie quotidienne et qui sont contre la loi. Mais de l'autre côté, la deuxième catégorie, c'est donc ceux-là qui ont manifesté dans la crise qui a secoué le Bénin au détour des élections de 2019, législatives pour parler des législatives, et de 2021 pour parler des présidentielles. C'est cette dernière catégorie, moi, qui m'intéresse. Et sur ce plan, je crois que ce n'est pas une chose qui devrait arriver. Cette incarcération de ces gens-là ne devrait jamais arriver, si tant est que nous aspirons ou nous estimons être dans un pays démocratique, pour une manifestation de mécontentement face à une sorte d'injustice sur le plan politique, parce que, qu'ils vous souviennent, ces manifestations avaient cours suite à des lois qui organisaient les élections de 2019 et qui visiblement étaient exclusives. Alors, donc, ces gens-là ont fait ces manifestations pour contester ce qui se passait. Alors, méritait-il d'être mis en prison? Je crois que c'était non. Ou si ça se faisait, il devrait être des gens libérés très tôt pour un certain nombre d'apaisement du climat socio-politique dans le pays. Alors, vous imaginez, 2019 à aujourd'hui, ça fait banalement 5 ans. 5 ans dans la vie d'un être humain, c'est excessivement cher. Alors là, c'est sur ce plan, moi, je dis que il faudrait partir de ce que ça ne devrait arriver. Ça ne devrait jamais arriver dans notre pays. Et donc, il faut faire attention. On veut bien remercier le chef de l'État pour ce geste, mais encore que sous d'autres cieux, le nombre libéré ici n'a rien à voir avec d'autres pays, puisque la Côte d'Ivoire en a fait récemment aussi avec le président Ouattara. Je pense que c'est bon de faire le gracier des gens, mais cette catégorie qui aurait dû être libérée depuis très longtemps, ma foi, moi, ça me laisse perplexe, ça me laisse un goût amer de ce qu'ils ont vécu 5 ans de leur vie dans la maison carcérale, qui n'est pas du tout justifié et inacceptable à ma foi. Cause mon kéké, voilà, quand on gracie, comme je le disais, c'est quand même il faut être heureux. Je sais pas comprendre pourquoi est-ce que Nicolas estime quand même que bon, ces personnes elles ont passé plusieurs années de leur vie injustement en prison, et pourtant c'est des choses qui leur sont reprochées, surtout ceux-là qui sont graciés du fait des élections de 2019 et de 2021. Si vous avez suivi son développement, vous allez comprendre que il a catégorisé les choses. Il a parlé de ceux qui ont commis des délits et ceux qui ont commis des délits et qu'on a mis en prison, qu'on a libérés, et ceux qui ont été arrêtés politiquement pour leur opinion. Moi, je pense que quand il dit que il n'y a pas de raison à se réjouir du fait que c'est maintenant qu'on trouve à libérer ces gens-là, c'est parce que ces gens-là n'ont rien commis comme délit, et que parce que pour leur opinion, on décide de les mettre en prison. Ils ont passé tout ce temps-là gratuitement en prison. Donc, personne ne peut dire que c'est un privilège pour le chef de l'État de les libérer. C'est leur droit. Maintenant, pour revenir un peu à ce qui s'est passé, moi je pense que c'est tout à fait normal. Comme nous le savons,
quand vous êtes gardé en prison et que un jour quelqu'un décide, après avoir purgé votre peine ou bien à mi-parcours de votre peine, la personne décide de vous accorder votre liberté, il y a de quoi que vous réjouissiez parce que on ne s'y attendait pas. Ces prisonniers ne s'y attendaient pas. La preuve, il y a 2 ans, le chef de l'État n'a pas gracié les prisonniers. Il y a 1 an, il n'a pas gracié les prisonniers. Et c'est cette année qu'il a décidé de le faire. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut d'abord lui dire merci pour cet acte, pour cette décision. Mais là où moi, je ne suis pas satisfait du nombre de graciés, c'est quand on voit l'effectif aujourd'hui des prisonniers dans les maisons carcérales. Moi, je trouve 460 et quelques là. 464, c'est insignifiant. C'est insignifiant parce que les statistiques nous montrent que avant l'arrivée du président Patrice Talon, on avait environ 7000 prisonniers. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 17 000. Et que sur cet effectif, on décide de sortir 400. On n'a même pas pensé à 1000 pour dire qu'au moins, on est allé à 1000 et que prochainement de 1000 à 1000, on n'a même pas allé à 500. Donc moi je pense que le chef de l'État qui a pris cette décision doit comprendre que il a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Si tant est que il voit que c'est difficile à un prisonnier de garder quelqu'un en prison et qu'il a décidé de leur accorder la liberté, ce n'est pas à ce nombre-là qu'il faut accorder. Si véritablement il se reconnaît comme le père de la nation, il doit pouvoir faire l'effort et aller au-delà de ce nombre qu'il a libéré. Vigile à Roancer, c'est normal, comme je le disais, on devrait remercier quand même celui-là qui a la bonne volonté, la bonne foi de libérer des gens à qui on reproche quand même des choses dans la République, même si le temps de libération n'est pas encore venu. Par la force des lois, on les libère. Visiblement, on devrait être satisfait, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est sociologique au Bénin de remercier à tort et à travers. Quand on remercie normalement, c'est une exigence morale même, mais quand il faut remercier pour rien, comme c'est le cas. Pour rien, vous dites? Mais pour rien, parce que qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour aller en prison? Eh bien, Nicolas a catégorisé. Je parle notamment des prisonniers politiques parce que c'est notamment pour eux que vous posez la question, c'est ce qui retient plus l'attention. Les 27 notamment qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. C'est comme une double injustice pour moi. Déjà, voilà des gens qui se sont retrouvés là où ils ne devraient pas se retrouver. On essaie de rattraper les choses, je ne dirais pas de faire justice maintenant. Et on dit oui, merci de les avoir libérés. Quelqu'un est allé jusqu'à dire dans une autre émission qu'il faut leur dire de ne plus recommencer pour parler trivialement. Hein? Donc c'est eux la faute, c'est eux qui sont en faute. Ce n'est plus, disons, le rapport de force qui les a amenés là. C'est-à-dire quelqu'un qui a imposé sa force parce qu'il a une position, il peut en imposer aux autres. Ce n'est plus ça. Et quand vous avez ces genres de logique dans une république, dans un pays, dans une communauté, ça ne peut que cultiver, n'est-ce pas, l'injustice. Ça ne peut que cultiver le terreau des protestations. Et les protestations, on sait que ça peut aller à la déflagration. Voyez-vous, ce n'est pas une bonne éducation pour nos enfants d'être aussi amnésiques, oublier d'où on est parti pour revenir à ces personnes-là. Et pas seulement les 27. Nous parlons des prisonniers politiques. Ces prisonniers politiques, pour la plupart, ils ont été contraints à la prison pour leur opinion politique, pour leur position politique. Ceux qu'on a le plus cités, Rekia Madougou et Joël Aïvo, parce que ces deux-là ont osé dire qu'ils sont à même d'affronter le chef de l'État et qu'ils mettent les moyens pour affronter quelqu'un dans une compétition électorale. On s'est arrangé pour trouver une belle affaire et les mettre en prison, faire d'eux des terroristes avant le terrorisme. On nous a dit quand même, Vigile Roancer, que lors du procès, les chefs d'accusation contre ces personnalités que vous citez, il y a que pour Joël Aïvo, c'est blanchiment de capitaux, c'est atteinte à la sûreté de l'État et c'est coup d'État. Et pour Madame Madougou, c'est
pas blanchiment de capitaux, mais c'est terrorisme, financement du terrorisme. Ce sont des chefs d'accusation quand même graves, qu'il faut quand même, qu'il juge de souligner. Oui, grave. Vous pouvez même multiplier 1000 fois les R de grave. Voyez-vous? Mais c'est un procès public, ou ce sont des procès publics, ces deux procès-là. Et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai coutume de les convier au site Banuto. Nos confrères ont fait un travail super. Ils ont rapporté à la minute, je dis bien à la minute, les deux procès. Donc, aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile. Allez sur Google, tapez procès Aïvo Banuto, voilà, vous allez retrouver à la minute ce qui s'est dit là-bas. Donc, vous pouvez suivre. Pour revenir au chef d'accusation dont vous parlez, au contenu, à savoir pour Rekiat Madougou, c'est même le plus ridicule, que elle a donné de l'argent pour quelqu'un pour organiser l'assassinat d'une autorité à Parakou. Et quand cette personne va être en train d'être inhumée, une autre personne serait encore tuée le jour-là, et cette personne était déjà identifiée pour dire clairement les choses. C'était, puisque le procès était public, c'était le maire de Parakou de l'époque, Charles Toko. Charles Toko serait tué, et Guadamassi viendrait à l'enterrement, Guadamassi aussi serait tué, au vice de ça. Mais c'est complètement uesque, s'il vous plaît. Complètement uesque. Ce scénario dont on nous parle là, moi je ne sais pas comment on est sûr, quel lien il y a entre les deux, l'un sera à l'enterrement, c'est quoi cet échafaudage? Moi, j'interroge mon bon sens à ce jour, ça vacille, je ne vois rien. Jusque-là, je ne verrai rien sans doute. L'autre, mais vous êtes quand même des adultes, vous observez l'actualité, tout le reste. Le pouvoir, c'est à Parakou. Vous pensez que si Charles Toko était décédé, que même Balamassi était décédé, hein, que ça va empêcher l'organisation des élections, de l'élection présidentielle de 2021, de vous à moi? J'interroge votre bon sens, le bon sens des uns des autres. Vous pensez ça? Vous pensez que c'est solide? Est-ce que vous croyez un instant que même s'il avait, que les élections n'auraient pas eu lieu? Moi, je ne crois pas. D'accord? Premier échafaudage contre le bon sens. Tout le monde a suivi. J'ai dit encore une fois, c'est public. On peut aller consulter le point donc fait par le confrère de Banuto. Pour en venir maintenant à Joël Aïvo, coup d'État. Coup d'État, c'est pas notre volonté. L'actualité nous a offert, n'est-ce pas, de voir des coups d'État, d'apprécier les coups d'État dans la région, notamment quand des AES, ils ont tous en commun d'être des pays à coups d'État récents. C'est fumant encore. Donc, c'est encore frais dans les esprits. Pour ce qui concerne le professeur Joël Aïvo, oui, professeur, il est juste professeur, enseignant à l'université. oui. On dit qu'il s'est accoquiné avec un sergent. Je dis ce que je dis, c'est encore là, vous pouvez aller consulter. Il s'est accoquiné avec un sergent pour faire coup d'État. Le met en prison, hein, le sergent. C'est pas important. Oui, je vous rappelle cela. Ça ne justifie rien. D'accord? Oui. Et donc, il va s'accoquiner avec un sergent, faire coup d'État et renverser Patrice Talon. Quand vous suivez l'actualité, même si vous ne connaissez rien, même si vous n'avez jamais lu un livre sur les coups d'État, vous n'avez jamais rien lu, vous n'avez pas de culture, les coups d'État qui se sont perpétrés dans la sous-région, comme je disais, les coups d'État qui se perpétraient au Bénin. Le Bénin, vous savez, était champion des coups d'État. Le dernier en date, c'est en 72. Au Nigeria, à côté, c'était également courant, les coups d'État. Donc, nous, on connaît les coups d'État dans la sous-région ici. On connaît, on sait ce que c'est. Cela ne se perpètre jamais avec un sergent. Qui plus est un sergent. C'est faux. Vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Mais on a échafaudé quelque chose et on a jeté ceux-là en prison. Or, ils dénonçaient, n'est-ce pas, ces lois-là exclusives, comme le disait Nicolas Soupétin tantôt. Et ils n'étaient pas les seuls. Sauf que eux, ils avaient osé, n'est-ce pas, en dehors de la dénonciation, puisque leur position, leur figure d'homme populaire, n'est-ce pas, de propulser à ça, ils avaient osé cette dénonciation qui a frustré, qui a irrité quelqu'un dans la République, et ils en sont là. Donc, on a oublié que c'est des gens qui se battaient, on m'a dit, pour l'intérêt général, qui se battaient pour des lois qui ne devaient pas être des lois
que tout le monde savait forcément chrysogène, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on libère quelques prisonniers politiques. Les gens, mes confrères, se sont déjà étalés. Une liberté, c'est très cher, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Et on oublie le fondamental. On veut qu'on oublie le fondamental et que tout le monde remercie. Que on se mette à l'exercice de remercier. Et même le journaliste se lève, lui, la première question qu'il pose, est-ce qu'on ne devait pas remercier? Moi, je ne vais pas à la messe de remercier. Donc voilà le fond. Et si nous ne disons pas ces choses-là, encore une fois, nous allons laisser un pays, nous allons laisser à nos enfants un héritage d'injustice. Et l'injustice n'a jamais rien construit. Nous allons voir, c'est beau, oui, ceci, cela, mais tôt ou tard, je touche du bois. Mais si ça continue, même le bois ne m'arrêtera plus. Ça cassera. Nicolas Sopetin, Amnesty International a fait une enquête récemment entre courant janvier et juillet 2023. Les résultats sont sortis de 7000, on est allé à 17 000 prisonniers en tout cas dans les maisons carcérales. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que les Béninois sont autant durs d'oreille sous Patrice Talon, ou bien c'est lui quand même qui est rigide, qui est intransigeant, n'est-ce pas, sur sinon sa gouvernance et tout l'appareil judiciaire? Est-ce cela sous sa mandature qui est rigide aussi bien que bon voilà, au moindre geste vous irez en prison? Heureusement que vous avez refait votre question, mon cher Serge, parce que votre question semblait droiter directement le président de la République, et si c'était une réalité, si c'était le cas, ce serait très grave. Parce que un seul individu décidait de comment un pays devrait être, c'est problématique. D'ailleurs, pour revenir à votre question, si c'est la gouvernance qui est si dure que véritablement on ne trouve plus de Béninois plus respectueux des lois, il faut dire quand même que quand on analyse un peu la situation du Bénin sous la gouvernance Talon, on peut se dire déjà que voilà un président de la République qui est resté dans la population, parce que je me souviens lors de son débat face à Lionel Zinsou, il rappelait chaque fois à son alter ego qu'il ne connaît pas à son vis-à-vis, qu'il ne connaît pas le Bénin. Bon, la façon dont le président Talon a eu à connaître le Bénin, ça peut s'exprimer par cela. Parce que lui-même, il a eu à dire, quand il est devenu président après, que le Bénin est un pays de pagaille. Et que les Béninois sont des pagailleurs. Et alors, donc, si les Béninois sont des pagailleurs, vous attendez à quoi? Que les maisons carcérales restent vides? Alors qu'il ne gouverne que des pagailleurs? Je crois que ce n'est pas évident. Alors donc, ça peut s'expliquer par cela. Alors, le président Talon a compris que le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes tous des pagailleurs. Et donc, pour régler, comment appelle-t-on, les Béninois, pour les brosser à être plus droits ou plus respectueux des tests de la République, oui, il faut bonder les maisons carcérales de prisonniers. Alors, est-ce que cela arrange le Bénin? Est-ce que nous, Béninois, est-ce que c'est cela qui fera que véritablement nous deviendrons plus respectueux des lois? Je pense que quelque part, on peut se dire qu'on est en train de se tromper. Ah bon? Oui, ma foi. Pourquoi? C'est-à-dire que, vous voyez, je crois que c'est bien Machiavel qui disait que, non, c'est bien Rousseau. Quand vous obéissez par la force, et que c'est pas par le droit, que c'est pas par volonté, vous ne réglez rien. Aussi, ici, on est en train de faire en sorte que nous deviendrons respectueux des tests par la force et non pas la volonté. Je pense que, on s'est pas trompé de chemin. Lorsqu'on a fait le diagnostic que nous sommes dans un pays de pagaille, est-ce que c'est la meilleure solution c'est-à-dire, à moins de turpitude, vous-même vous l'avez dit, à moins d'incartade, on vous met en prison. Où sont passés les sens de sensibilisation? Où sont passés les sens d'éducation civique? Moi, je pense que on devrait quand même améliorer, faire autrement les choses. Déjà, la surpopulation des maisons carcérales. S'il vous plaît, allez voir les conditions dans lesquelles les gens vivaient. Est-ce que ces prisons ont été construites pour garder autant de nombre? Quand vous allez rendre visite à un de vos parents qui se retrouve dans les prisons béninoises, vous avez pitié. C'est-à-dire que là,
il n'y a aucun respect. Et ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois. L'Amnesty International a révélé un certain nombre de choses, de maltraitance. Et Vigile l'a souligné tout à l'heure. Les malades, les prisonniers malades qui ne sont pas, qu'on appelle-t-on, soignés comme cela se doit. Et on dénombre déjà des morts. Et pas plus tard qu'avant-hier, comme l'a souligné Vigile tout à l'heure, on a eu de morts. Je pense que on doit réfléchir à une meilleure solution d'éduquer sa population. Parce que, et c'est là encore le sens de remerciement que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut remercier? Il ne faut pas remercier le chef de l'État. Mais si entre-temps... Moi, je ne pose qu'une question. Si Vigile le prend autrement, c'est... Non, je vous comprends. Voilà, d'accord. Je dis que si entre-temps, on a délibérément choisi d'envoyer des gens en prison pour des fautes pour des choses qui ne sont même pas considérées comme fautes, comme ce... Délibérément, vous dites que quand même, on a fait, on les a mis en prison, si on parle de Aïvo et de Madougou, on les a mis en prison et puis on a fait des enquêtes, ça allait en procédure, en instruction, je suis pas un juriste, mais quand même, on a fait toute la procédure pour arriver au procès que nous avions connu en décembre 2021, je crois bien en 2021, voilà. Et pour cela, quand même, comme le disent nos confrères de RFI, rien n'a dit. Non mais, mon cher Serge, pourquoi même d'ailleurs penser seulement à Ricard Madougou et ça c'est des cas même à part, parce que oui, on a vu récemment Thibaut Ogou, on l'a condamné. Il n'a pas été gracié. Non mais il a épuisé sa peine. Il a épuisé sa peine. Et lui, il est... Et il figure quand même sur la liste. Sur la liste des graciés. Vous voyez, il a déjà épuisé sa peine et pourtant on le met sur la liste. Et ça gonfle le nombre de 27 que vous aviez identifié tout à l'heure. Moi, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas dans la République. Moi, je pense que, écoutez, vous avez beau faire les lois sont faites pour les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont conçus pour des lois. Non. Je pense qu'il faut revoir les choses de façon fondamentale. Parce que cette crise de 2019 et de 2021, elle nous guette encore. Ah bon? Oui, non, parce que, mais, vous regardez le code électoral actuel. Mais on va pas y revenir quand même. Non, je pense que c'est fondamental parce que on y revient. Vous avez entendu au Parlement de la CEDEAO le député sénégalais comment il a dénoncé la chose, avec quel verbe il a dénoncé la chose. Et après, on est les premiers à courir ailleurs pour chercher à restaurer la démocratie. Je nous en prie, nous pouvons avoir une meilleure façon de faire les choses. On peut chercher à mieux faire les choses. Quand on a fait le diagnostic qu'on est des pagailleurs, quand vos enfants sont des pagailleurs, je crois que ce n'est pas les enfermant, en leur privant de leur liberté, que vous réglez définitivement le problème de ceux qui sont dedans et de ceux qui... Vous avez empêché Ogou de parler. Ogou est sorti, mais il a continué, Thibaut. Il continue de parler. Ou alors, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde se taise. Alors, si c'est le cas, je pense que on s'est trompé encore une fois de chemin. On ne réussira pas à faire taire des gens. Et vous avez compris, monsieur Vigile, qui a frôlé, j'allais dire, la chose, ne s'est jamais tu. Et moi, ça fait partie des, excusez-moi, c'est pas des fleurs que je lui jette, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est quelqu'un que j'admire. C'est-à-dire, vous aurez beau tout faire, vous ne l'empêcherez pas de dire ce qu'il pense. Et je pense que dans la République, il faut que nous comprenions que nous autres, au Bénin, on ne peut pas nous dire tous pagailleurs et nous empêcher de parler. Voilà. Cause la même question, voilà, on a gracié tout le monde. Vous aviez évoqué tout à l'heure le nombre important de prisonniers dans les prisons, et de 7000 en 2016, on est déjà à près de 17 000 en 2024, c'est quand même beaucoup. Pourtant, parce que ça, on a gracié que 464. C'est insignifiant par rapport à tout ce qui se passe dans les prisons, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est ce que j'avais dit quand j'avais pris la parole premièrement. Et je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que on a de raisons à dire merci. On a de raisons à dire merci, contrairement à Vigile. Je pense que non, mais que c'est des prisonniers politiques et que c'est de droit. D'ailleurs, qu'on devrait, en les libérant, on devrait les dédommager parce que on ne leur reproche absolument rien. Mais je peux dire aussi que la prison ne compte pas
avec le nombre dont on parle aujourd'hui, ne compte pas que des détenus politiques. Oui, mais même si tel est toujours le cas, donc, ça ne compte pas que des détenus politiques. Il y a un phénomène, on va pas faire de digression, un phénomène qui a cours depuis 2016, c'est le phénomène de la cybercriminalité. Et puis cela doit être la cause, n'est-ce pas, d'un certain nombre de vivres, des conditions de vie quotidiennes, n'est-ce pas, des populations. Peut-être que on a tellement vicié et verrouillé les choses que les gens ne trouvent pas à manger. C'est le vrai mot, parce qu'il y a aussi la loi sur le numérique. Non, mais vous savez, quand vous diagnostiquez quelque chose sur un pays, il faut prendre des mesures pour enrayer. Et je pense que des lois dont mon frère Nicolas parlait tout à l'heure sur le numérique, vous voyez, s'il n'y avait pas cette loi-là, les voyous ou nos enfants qui ne veulent rien faire vont continuer dans la criminalité, cybercriminalité, et ce n'est pas bien pour notre pays. Et vous avez vu, Patrice Talon, en prenant le pouvoir, s'est donné comment on appelle, il a pris l'engagement de lutter contre la corruption. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que le nombre que nous avons en prison aujourd'hui est relatif au fait que il est en train de faire un combat. Ce combat, c'est-à-dire la lutte contre la cybercriminalité, la corruption et en plus tout ce dont on a cité tout à l'heure, les détenus politiques. Si c'est pour le cas des détenus politiques, moi je ne suis pas d'accord de la même manière que les vigiles dénoncent la chose. Mais si c'est pour les autres, comme l'autre a dit que on a diagnostiqué notre pays comme un pays de pagailleurs, si c'est ça, et que les pagailleurs, ce n'est pas les pagailleurs politiques qu'on veut mettre en prison, et que c'est des véritables pagailleurs. Quand je parle de véritables pagailleurs, je veux parler de ceux qui s'en foutent de la caisse de l'État, qui prennent les deniers publics comme leur bien privé, ou bien les jeunes qui ne veulent rien faire et qui s'adonnent aux cybercriminalité. Moi, je pense que si c'est tout ça là qui fait que la prison est surpeuplée, je suis d'accord. Mais dire qu'on ne doit pas remercier, on doit remercier. Parce que celui qui a décidé, par exemple, de vous accorder une liberté, mais il faut d'abord dire que il n'était pas obligé. Est-ce que Patrice Talon était obligé, ou bien c'est inscrit dans notre constitution que chaque année, il doit gracier les prisonniers? Oui, c'est inscrit dans la constitution. Même si c'est inscrit, ce n'est pas obligatoire. Oui, d'accord, je suis d'accord. Ce n'est pas obligatoire. Et je pense que... Il n'y a pas un moment pour gracier. Il n'y a pas un moment pour gracier. Exactement. Je crois que ce que nous avons peut-être dit, ils ont dit celui qui dit merci en demande davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de dire à Patrice Talon merci pour ce que tu as fait, c'est une manière de lui dire tu as bien fait. Mais il faut aller au-delà de ce que tu viens de faire. Je crois que quand nous allons faire ce combat-là avec lui, il va comprendre que le nombre que nous avons en prison, comme quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, qu'il y a plus de prisonniers que de personnes libérées et en liberté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en prison, le président Patrice Talon doit faire l'effort pour aller au-delà des cassants qu'il a libérés. Pourquoi pas décider de sortir 1000, 2000, 4000? Ça va permettre à beaucoup de retrouver leur liberté et il y aura une bonne condition de détention dans nos prisons. Vigile Avancé, au-delà de tout ce qu'on dit de ces prisonniers qui sont libérés, au-delà de tout, il y a quand même que le parti politique le plus concerné par la libération des 27 prisonniers dits politiques, c'est quand même, Vigile Avancé, leur silence qui interpelle le quotidien Matin Libre l'a dit. Est-ce que leur silence ne traduit pas leur insatisfaction par rapport quand même à ce geste posé par le chef de l'État, ou bien que eux-mêmes ils manquent de stratégie politique? Ben, les démocrates ont leur agenda. C'est vrai que on ne les a pas entendus sur le sujet. On n'a même pas appris d'autres partis, par exemple, ne serait-ce que pour l'animation de la vie publique et pour leur marketing, auraient pu, pour leur propagande, j'allais dire, organiser des cérémonies pour recevoir ces prisonniers-là, par exemple. Organiser la presse pour aller accueillir, n'est-ce pas,
pour aller faire le reportage de la sortie de ces gens-là. On n'a rien vu du genre. Il faut dire que, disons, comment dire, le fait que les démocrates sont aussi chétifs dans l'initiative, dans la vision. Il manque d'imagination. D'imagination, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une maladie à laquelle ils n'ont pas encore trouvé de remède. Et bon, comme dirait ma grand-mère, plaise au ciel que, eh bien, que cette maladie nous les emporta. Mais quand vous voyez le contexte politique, vous pouvez les comprendre. Tout le monde est assommé dans le pays. Voilà une gouvernance, vous dites quoi? Vous avez comptabilisé, non, ce n'est pas vous, c'est Amnesty International. 7000 prisonniers en 2016, quand Patrice Talon arrivait au pouvoir, pour 17 000, non, que dis-je, plus de 17 000 prisonniers aujourd'hui. Plus de 10 000 prisonniers. Plus ou bien près? Plus ou près, je ne sais pas ce qui est meilleur pour vous. Moi, je ne sais pas ce qui est bon. Vous trouvez que... mais c'est incroyable. C'est que vous dites vous-même. Que ce soit plus, que ce soit près. On dit 10 000, plus de 10 000 prisonniers. En quoi? En 8 ans. Donc les 7 000, c'était depuis 1960, disons même depuis la colonisation. D'accord? Tout ce que vous dites, lutte contre la corruption, mais vous avez tout faux. C'est d'abord la gouvernance. Car tout ça, c'est d'abord dans la gouvernance. La gouvernance, de vous à moi. Prenez quiconque dans la rue aujourd'hui. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Et j'ai pour habitude, quand je suis à l'intérieur du pays, même quand je suis d'ordinaire en ville comme ça, de prendre le pouls des gens. Je suis allé au marché dépôt à Parakou. J'étais allé acheter du fromage et de piment. J'aime bien les fromages du Nord et leur piment. Parce qu'au moins ça, tu sais que c'est pas brûlé avec de cachou. D'accord? Donc, je cause avec les dames, comment ça se trouve le marché et tout le reste, banalement comme ça. Et bon, on a trouvé la brèche pour parler du talon. Dès que j'ai évoqué talon, mais elles se sont ressaisies. Elles sont devenues frileuses. Elles sont devenues frileuses. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Elle dit, ah oh. Elle m'a demandé, mais je vous assure, j'étais tellement choqué. Vigile, j'espère que vous êtes sérieux là. Ouais, comment je n'étais pas sérieux? Je dis marché dépôt. J'ai dit, j'ai acheté fromage, donc on connaît la dame, je sais que j'ai acheté. Et je suis pas allé seul. J'étais allé avec 3 amis. Donc, bon, évidemment, cette dame qui a autant peur. Donc, c'est ça. Et ce n'est qu'un cas isolé. À Natitengo, j'ai fait le même exercice. C'est pareil. À Djougou, pareil. Bon, écoutez. Vous êtes en touriste dans ces Ah oui, moi, il m'arrive. Parce qu'un journaliste ne peut pas rester là seulement dans les studios tout le temps, opiner. Il faut aller prendre le pouls du terrain. Même quand vous dites tourisme, oui, parce que je n'ai fait aucun, comment dit-on, travail pour Cristal. En dehors de ceux dont je parlais, j'étais sorti, si vous voulez, pour autre chose carrément. Voyez-vous? Mais le journaliste ne va pas se départir de ma personne. Donc, je sonde les gens, c'est pas compliqué, tu sondes. Et c'est pas compliqué à faire. Avec les amis, tu discutes, ceci, cela, tu instaures et tu l'as. Je me rappelle, pendant nos investigations, on a eu un des gens avec qui on a discuté, on a parlé des violences électorales, tel que ça s'est passé à Banté. Vous savez ce qu'il dit? Le bonhomme dit, lui, le nom que je viens de prononcer là, que lui va même pas oser prononcer ça. Et il dit, mais pourquoi? Je venais de parler de Patrice Talon. Et il dit que dans l'imaginaire, ici à Banté, il disait que les gens disent que quand on dit talon, que ça apporte malheur et que ça peut même, il peut même apparaître là sur les lieux. C'est un fantôme de dollar. Non, je vous assure, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que cette terreur est ressentie par les uns les autres. Ce dont je parle, ce n'est pas seulement que ces coins que j'ai visités là dont je parle. Vous-même, vous savez de quoi on parle. Vous parlez avec les gens. Un enfant de 10 ans, il va te dire criette. Il va te dire criette tout de suite. Qui va te confier maintenant à criette. Donc, la criette est devenue l'instrument de terreur pour ranger les gens. Donc, c'est cette gouvernance de peur et la peur exercée, effectivement. C'est cette peur qui, de mon point de vue, enlève les moyens, par exemple, à des opposants comme les démocrates. Parce que la politique ne se fait plus avec les normes, les canons, comment dit-on? C'est ça qu'on dit, non? Ça ne se fait plus dans les normes, ça ne se fait plus
tel que nous l'avons connu. Donc les gens sont dépassés. Car voilà, vous êtes dans un contexte tel que, comme vous direz à Diara, si tu me dépasses, tu peux me dépasser dans les lois. Hein? Voilà. Donc, si c'est compliqué, nous irons à l'Assemblée nationale, on va faire prends-moi cette loi, cet avantage-là, arrache-le ça. Donc, dans un contexte comme ça, où tout le monde se méfie, parce qu'on dit, bon, en plus, si tu ne le fais pas, c'est que, ouf, prison, et la criette, on en parle un peu de moins en moins, parce que nous allons vers la fin de pouvoir de Patrice Talon. Et là, les gens ont du mal même à savoir que s'il a même de pression à mettre sur Patrice Talon, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut de plus en plus doser la pression. Bien sûr. S'ils savent que ce qui se fait là, ce n'est pas la norme. Écoutez, on ne va pas se méprendre à dire les choses. Quand vous voyez aujourd'hui, même les mouvanciers vous disent, ils sont dépassés. La République est réduite à une ou deux personnes. Mais un pays ça ne se gère pas de cette manière. Bon, c'est une gouvernance qu'on a essayé, n'est-ce pas? C'est une gouvernance qu'on a essayé. Et même quand je dis on a essayé, comme si c'était fini, vous avez l'impression que ça ne veut même pas finir. Il y a des choses anonymes que vous voyez, qui ne vous disent rien. Je vais vous donner trois exemples. Regardez cette tournée de réédition de comptes. Vous croyez que c'est compte je vais partir? Vous pensez un instant, quand vous écoutez les discours sur le terrain, des gens se sont trompés dans les thèmes de langage en disant troisième mandat. C'est une erreur, parce que c'était l'objectif, mais celle-là, elle a parlé de trop. Elle n'a pas bien dit. Et elle n'a pas qu'elle. D'autres l'ont fait. Il y a d'autres qui ont aussi parlé de on a dit tourner, et la tournée a des ramifications, et les ramifications des ramifications, et on ne finit plus de tourner. Mais on a fait avec la commune, on est maintenant dans les arrondissements. Après, on sera dans les maisons. Après, on va aller B2B. On va parler aux individus directement. On va rester en permanence en fait. Quand on veut partir, ce n'est pas ça. Deuxième chose, vous avez vu, de manière anonyme, le chef de l'État, bon, lui s'en fout des canaux républicains, des normes, des pratiques, s'adresser aux Béninois à la veille du 1er août. Bon, il n'a plus jamais fait. Mais il a fait quelques fois, hein? Oui, mais quelquefois, vous me donnez raison, non? C'est quelquefois qui est la pratique, voyez-vous? Donc, il fait sa volonté. Il a préféré, nous a-t-on dit que c'est en lieu et place qu'il a reçu les premiers, les meilleurs au CEP, au BBC, au bac. Comme on voit il n'en a pas l'habitude. Mais bon, quand il a calculé, ça s'affiche, il faut rehausser les choses. D'accord? Vous avez vu ce bain de foule qui s'est donné sur cette organisation. Je suis au défilé là. Et je reste dans le défilé pour parler du plus grand, du plus beau, du plus gros que la police a produite. Votez pour moi. Votez pour moi, vous avez suivi. Mais c'est peut-être une coïncidence, peut-être heureuse, malheureuse. Bon. Bertin Corovi, lui, a dénoncé la chose, mais a dit que quand même que si c'est cela, ça l'arrangerait quand même. Lui, il est un militant du troisième mandat également. Moi, je parle pas de Bertin Corovi. Je parle de la prestation de la police. Oui, de la police. Et je vous dis que ce n'est pas anodin. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Moi, je vous dirai pas qui lui a dit de chanter ça, mais je vous dirai que celui qui lui a dit de chanter ça a dit ça un mois. Et je vous dis que ce n'est pas une inspiration au hasard, allais-je dire hasardique, de la police. Donc, c'est pour vous dire, quand vous mettez tous ces éléments-là, les uns à côté des autres, votez pour moi. Ceux qui veulent partir disent, votez pour moi. on dit, j'aime, et on sourit, votez pour moi. Vous pensez? Parce que moi, j'avais pensé que ça a été une inspiration, mauvaise inspiration de la police. Mais des investigations, non. C'est bien un mois avant. Je dis bien, c'est bien un mois avant le défilé qu'on a dit à la police, n'est-ce pas? C'est Agman et Benami. Comme l'autre. Comme l'autre, on dit Agodi. Voilà. Donc, quand vous êtes dans un contexte comme ça, où les moyens ordinaires, les moyens conventionnels de challenge ne marchent pas, où les analyses ne marchent plus, on peut pas dire, bon, vu tel, voilà ce que ça va donner. Vous comprenez pas que les gens soient déboussolés? Moi, c'est ce à quoi moi j'assimile ce qui arrive aux démocrates. Ils se disent, mais que faut-il faire? Et puis, regardez, tout est tellement agencé que ce qu'ils peuvent oser encore, et je ne leur recommande pas, en tout cas, c'est pas moi qui le... Ce qu'ils peuvent encore oser, c'est des choses non conventionnelles. Et très tôt, comme on a fait au Sénégal, le PASTEF a été supprimé, vous savez. Donc, qu'on dise que c'est un parti terroriste, un parti qui ne veut pas, c'est vite arrivé. Donc, ils sont pris entre tout ça
et ils se disent, mais que faut-il faire? Le temps de réfléchir, peut-être qu'ils réfléchissent, c'est que, bon, c'est pas qu'ils réfléchissent, ils vont se prononcer quand même sur ces prisonniers qui ont été libérés. Mais, voyez-vous, donc, enfant, on dira, c'est ça, non? Parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais on n'a pas réagi juste là, hein, parce que Newa et Dagba, Ekolo, mon contemporain, mais c'est ce que Nicolas dirait. C'est ça, ce qui lui arrive. Donc, vous me dites, est-ce que les démocrates mentent? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est une faute. Oui, ils n'ont pas la réponse. Mais même vous là, je prends même les cabinets d'analyse, on dit ceci, ça marche. Ça va marcher où? Dans quel pays? Les cabinets, on dit, de consultation politique, de stratégie. Quelle stratégie marche là où aucune règle ne marche, là où il n'y a pas de normes? C'est ça ce qui arrive aux démocrates de mon point de vue. Nicolas, ce côté, voilà, on est dans un contexte aujourd'hui où vraiment tout est presque vicié, on dirait, dans la République, mais quand même, en tenant les personnes, en les mettant en prison et puis en libérant quelques-uns, c'est quand même une manière de décrisper l'atmosphère politique qui était tendue parce que Patrice Talon a un seul objectif, c'est parti en 2026, s'il devrait partir par la grande porte et laisser la place à son successeur. Donc, c'est dans cette logique quand même qu'il a commencé par libérer les gens, puisqu'on nous annonce qu'au-delà de tout, il reste encore 58 prisonniers politiques qui seraient dans les maisons d'arrêt. Et parmi ceux-ci, depuis 2019, il y en a qui n'ont pas encore connu de jugement. Qui n'ont pas encore rencontré de juge. Serge, dans votre questionnement, vous avez semblé mettre en doute le départ du chef de l'État. Moi, j'ai pas de doute par rapport à ça. Même si Fiji, dans son développement aussi, a insinué que celui qui veut partir ne devrait pas être en train de faire ce que nous observons sur on nous a donné un joli spectacle. Ces informations. Je m'en fous. Moi, je me dis que non, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Le président Patrice Talon doit savoir qu'il doit partir. D'ailleurs, ça dit que non seulement ce n'est pas bon pour le pays, mais c'est pas bon pour lui-même de vouloir ou encore de rêver encore un troisième mandat. Ceux qui l'entourent et qui lui font ce conseil-là, se mentent à eux-mêmes d'abord et ne sont pas gentils vis-à-vis du chef de l'État. D'accord. Ça, c'est mon avis. J'ai foi en président Talon que oui, il sait qu'il doit partir. Ouais. Pour revenir à votre question, je vais peut-être un peu digresser, vous allez me le permettre. Vous avez certainement peut-être entendu parler de cette anecdote d'Hitler. Hitler, ça ne fait aucun doute, tout le monde le sait, c'est un véritable dictateur. Hitler, un jour, s'est levé et a pris une poule entourée de ses conseillers et tout son groupe. Il prit une poule et la déplume complètement. Tout saignant, il jette la poule et fait dos à la poule, commence par lui jeter quelques grains de blé. Mais la poule, malgré sa douleur, picotait ces grains de blé et le suivait. Et ceux qui l'entouraient, ayant vu la scène, se disent, mais c'est quoi ça? Bon, vous savez, les dictateurs, on les appelle Seigneur. Et il dit, Seigneur, mais pourquoi cet état de choses? Il dit, voyez comment la poule me suit malgré sa douleur. C'est comme ça on gère les lâches. C'est comme ça on gère les lâches. Quand vous vissez, vous attendez quelques périodes, dans leur pleine douleur, vous jetez quelques grains, quelque chose là, ils vont s'en contenter et vous applaudir, quoi. En fait, c'est une caricature pour montrer un peu la situation dans laquelle nous vivons actuellement aujourd'hui au Bénin. Voilà, parce que sinon, si ce n'était pas le cas, la question du remerciement ne reviendrait pas. On va applaudir, on applaudit. Rares sont comme vous ici qui montrez le côté anormal des choses. Allez capter d'autres chaînes de radio, d'autres chaînes de télévision. Vous allez voir comment les gens applaudissent, pardon. C'est ce que veut le chef. Et ça se réalise. Alors, pourtant, moi, je me dis que allons-nous continuer à être des lâches? Moi, je pense pas qu'il faut continuer dans ça. Je pense qu'il faut arrêter. Qu'il faut dire au chef ce qui ne va pas. Ce qui est mauvais dans la République, dans sa gestion. Et quand nous revenons, je voudrais, si vous le permettez, revenir à ce mutisme des démocrates, parce que c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ils ont tort de se taire. Une incertification, même si c'est le cas, il faut l'exprimer. Ils doivent l'exprimer. Et ce n'est pas les moyens de leur expression qui leur manquent. Ça, c'est un point. C'est vrai que Vigile a tenté de les dédouaner par rapport à la situation de crispation, de peur qui gangrène toute la société béninoise aujourd'hui. Mais eux autres, ils ne doivent pas avoir cette peur-là. Ils doivent être la lumière que les autres vont suivre. Ils doivent drainer le monde. Est-ce que si vous savez, vous parlez d'impopularité du camp présidentiel ou même du chef, est-ce que vous savez qu'en 2023, lors des élections législatives, est-ce que vous savez que les Béninois n'ont pas voté pour les LD en sachant pour qui ils votaient? Parce que les gens étaient fatigués.
Mais je suis allé chez moi au village voter. J'ai vu des jeunes qui ont voté. Le monsieur qui est élu dans la 19e circonscription. 19 ou 20e. 20e circonscription. Mais il vous a dit qu'il a battu la campagne comme les autres? Non. Donc, les gens sont prêts à les suivre malgré cette peur. Et pourtant, UPBR, ils ont quand même une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Non, laissez tomber, vous savez de quoi il est question à ce niveau-là. Moi, je veux pas. On va pas faire d'affirmation gratuite à ce niveau. Je ne fais aucune affirmation. Vous qui faites l'affirmation, je dis, je ne veux pas me prononcer sur ce plan-là. Je dis que ils ont obtenu le maigre nombre qu'ils ont eu, malgré tout là, comme ça là, par le fait que les gens avaient envie que ces gens-là sortent de l'eau et qu'ils deviennent désormais leurs leaders, ceux qu'ils veulent suivre. Mais que si face à une situation comme ça, ils ne se prononcent pas, comment les gens vont avoir confiance en eux? Ça veut dire que la peur a gagné le rang de la population et a gagné aussi ceux qui pensent pouvoir être des leaders qu'ils veulent suivre? Non. Je crois que les démocrates doivent le plus rapidement corriger cette façon de faire les choses. Ils doivent pas avoir de peur à leur niveau à eux. Parce que, au fait, c'est ça la politique. La politique aussi, le jeu politique, c'est que vous acceptez, excusez-moi l'expression, ça peut être trop forte, vous acceptez être des martyrs pour les autres. Et c'est ce qui, ma foi, leur manque aujourd'hui. Ils doivent pas avoir cette peur-là. Voilà mon souci à moi. Et mieux, cette peur n'est que le carburant de ce que vous avez en face. C'est parce que eux, ils ont peur que les autres vivent et revivent et se revigorent. Malheureusement. Voilà. Nicolas vous a compris et avec Vigile, comme quelqu'un finalement, quand même pour sortir par la grande porte en 2026. Comme le dit quelqu'un parmi nous ici, il a déjà fait du bruit, il a eu déjà ce qu'il veut, qu'il libère tout le monde, qu'on passe à autre chose. Encore qu'il y a encore, c'est qu'en août, prisonniers politiques qui sont en prison et qui quand même attendent leur libération. D'autres n'ont pas encore vu le juge jusqu'à ce jour. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on s'étonne de la gestion de Patrice Talon. Nous ne devons pas nous étonner parce qu'il nous a déjà schématisé dès son arrivée sa façon de gérer le pays. Un chef d'État qui vous dit, pour mieux gérer un pays, il faut tenir les grands électeurs. Alors, et il a mis les moyens en place pour tenir ces grands électeurs, ceux que lui comprend, ceux qu'il appelle les grands électeurs, il a mis les moyens en place pour les tenir. Aujourd'hui, moi je n'attendais, vous voyez, c'est pour la première fois qu'un parlement sous Talon du moins, j'aime trop Yahi, sous Talon, qu'on voit l'opposition. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé sous la première mandature de Talon n'avait pas de député à l'Assemblée nationale. Mais avec le temps, et opposants et mouvanciers, tout le monde s'est rangé. Ceux qui ont tenté de lui tenir tête, on a tout fait pour les sortir à la 8e législature. Et nous avions eu un parlement monocolore. Ça veut dire que vous devez déjà comprendre que le président Patrice Talon n'aime pas la contradiction. Et il a tout fait pour mettre, cette stratégie-là en place. Et parce que les gens ont critiqué, il a fait un effort pour donner un peu à ceux qui pensent que on a eu un parlement monocolore, donc il faut trouver un peu d'opposants. Et l'esprit dans lequel il a mis cela, on nous a même dit que pour aller sur la liste même des démocrates, c'est sur le choix du président Patrice Talon. Non, mais on n'a pas la preuve par rapport à ça. De toute façon, il y a des gens qui sont allés sur cette liste, mais qu'on a sorti très tôt, alors qu'ils avaient tout. Et il y a des gens qui sont allés sur cette liste. C'est parce que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, quand votre tête ne le plaît pas, il te dit, il vous sort de son sillage. Et c'est ce qui s'est passé. Nous ne devons pas nous étonner de ce qui arrive aux Béninois aujourd'hui. Maintenant, on peut s'insurger quand même. Oui, on peut s'insurger. Et il faut avoir aussi le courage de le dire. C'est le manque de ce courage-là qui a fait qu'aujourd'hui, nous critiquons les opposants, les démocrates. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les démocrates constituent aujourd'hui le seul espoir pour le peuple béninois, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'autre côté et qui pensent qu'il faut que les choses changent. Mais voilà, ceux-là aussi, ils ont peur de leur avenir politique parce que c'est ce que moi je suis en train de comprendre. Quand vous voulez tenir tête à ce monsieur, vous n'êtes pas sûr de revenir. Et comme chacun veut sauver sa tête, moi je comprends que les démocrates sont dans ce jeu. C'est pas qu'ils ont peur d'affronter Patrice Talon, mais ils sont dans le jeu de qu'est-ce qui va arriver après cette mandature que nous vivons. Que nous passons présentement. Est-ce que le teneur des grands électeurs ne va pas nous zigouer de la liste
à l'élection législative de 2026. Donc, tout le monde est dans ce calcul-là. Et quand les gens sont dans ce calcul, vous voulez qui affronte tout celui qui est là? Personne ne peut l'affronter. Seuls les journalistes que nous constituons pouvons dire la vérité au président Patrice Talon et peut-être lui dire de revoir sa stratégie. Moi, j'ai peur, j'ai horreur même d'entendre certains Béninois, comme Vigile l'a dit ici, je ne sais pas si c'est lui, qu'on te demande même est-ce qu'il va partir en 2026. Voilà. Moi, j'entends ça, j'ai dit, mais c'est dit l'erreur. Mais si déjà vous parlez comme ça et que celui-là entend, là, il va dire que vous avez peur de lui. Donc, vous-même, vous n'êtes pas sûr qu'il va partir. Et là, si vous n'êtes pas sûr... Non, Vigile ne dit pas ça. Non, je n'ai pas dit Vigile. C'est dans ses analyses. Et il montre, n'est-ce pas, les pas qui sont posés par le président Patrice Talon et son entourage, qui montrent quand même qu'il n'a pas envie de partir, même si lui-même estime qu'il veut partir. Non. Quand la vice-présidente estime qu'il faut accorder un troisième mandat à Patrice Talon, Bertin Karouvé, tous les jours, ne fait que chanter cela. Et puis après, quand même, on voit un colonel de la police républicaine vient chanter, voter pour moi à quelques semaines, n'est-ce pas, à quelques mois des élections. C'est quand même pas anodin, non? Non, je pense que ceux qui parlent comme ça sont de petits esprits. Oui. Non, ils sont de petits esprits. Parce que vous ne pouvez pas élire un président qui, d'abord, au départ, a dit qu'il vient pour faire un mandat. Mais comme il a vu que la Constitution lui permet de faire 2 mandats, il a vu que c'est tout. Et comme il a encore le privilège de faire le second mandat, il a fait le second mandat. Et peut-être que la douceur du pouvoir peut l'amener à faire un troisième. Je vais vous dire quelque chose. Allez noter quelque part. Jusqu'à la fin du mandat, Talon ne va pas baisser la tension. C'est-à-dire, il va toujours mettre l'accélérateur et vous allez penser que ce monsieur ne veut pas partir. Mais il va partir. Parce qu'il est conscient que la constitution qui est là est un fétiche pour les Béninois et qu'il a une obligation de respecter ça. Et vous allez voir. La chanson de c'est vous quoi. Vous allez voir, le président Patrice Talon va passer, c'est-à-dire, il va partir, vous allez demander, mais pourquoi? Parce que moi, effectivement, beaucoup s'étonnent. Et moi-même, il m'arrive des moments quand il dit qu'il n'aura pas d'éléphant blanc en son temps. Mais le monsieur, à moins de 2 ans, continue d'ouvrir des chantiers qui peuvent durer 3 ans ou bien même 2 ans et demi. Je me demande, quand est-ce qu'il va finir ces chantiers avant de partir? Quand on voit les actes que l'homme pose, on se dit, c'est pas sûr que ce monsieur... L'État a une continuité, non? Non, l'État est une continuité, mais lui dit, tout chantier ouvert, il doit finir avant de partir. Ça suppose quoi? Même les chantiers qui doivent durer 2 ans et demi. L'heure actuelle, ça veut dire qu'il va finir avant de partir. Quand il parle comme ça, vous allez croire qu'il est là, c'est qu'il ne veut pas partir. Mais vous avez aussi dit que vous allez le porter en triomphe. Chacun a compris ça de sa manière. Mais quand vous mettez les actes les uns à côté des autres, je vais gérer le pays magnifiquement. Je vais mettre ce qu'il est en train de faire. Je vais tellement ouvrir que vous allez dire, théâtron, les gens ont commencé déjà reste là, tu ne bouges pas. Non, je pense porter en triomphe, pour moi, la signification que cela, dans le contexte actuel, c'est bien cela. Non, les gens ont déjà commencé par porter Patrice Talon en triomphe. Parce que quand vous écoutez les Béninois aujourd'hui, les gens disent, quand on observe ce que Patrice Talon a fait en moins de 10 ans et ce que les autres ont fait en 40 ans pratiquement, qu'il n'y a pas cliché. Non, c'est pas évident, la Béninois. Vous voyez les Béninois, vous parlez de tout le monde là. Non mais, excusez-moi. Non mais, Nicolas, on n'a tenu pas le temps, malheureusement. Donc, la majorité des Béninois, c'est pas justement la majorité. Vous aurez, parce que je suis d'accord avec vous que c'est pas la majorité. Si on peut donner peut-être, on peut reconnaître un certain nombre de mérites, mais dire que de façon globale, générale, les Béninois applaudissent déjà. Tout à fait. Personnellement, moi, je ne me retrouve pas entièrement de ce que fait Patrice Talon, même si je reconnais que devant ma maison à Djeregbé, là, une jolie route en train de passer et que voilà, quand je sors, je vois de route. Mais le Bénin ne se limite pas à la route. Qu'à la route, ça se limite également à beaucoup de choses. À ce qui est de l'ordre social. Le social, le quotidien, le savoir-vivre, la paix du cœur, la paix, surtout, Monsieur le Président. On a besoin de ça, sous votre gouvernance. Je suis désolé, mais on n'a pas l'impression que les Béninois vivent dans la quiétude. Comme l'a dit Vigile, quand on doit même parler de vous, en bien ou en moins bien, quelque part, vraiment, on doit quand même tourner sa langue plusieurs fois. On a l'impression que vous êtes une épée de Damoclès. Exactement. Une épée. Je lance un message à Patrice Talon. Okay. Vous êtes comme une épée de Damoclès qui plane sur la tête des Béninois et qui n'ont pas, en tout cas, la paix du cœur.